Hello, it is a true Bonjour. to you again, Dr. Roshni, Bien, je vais maintenant donner who's la currently parole au Professor docteur Emerita, Roshi Pediatrics Orkani, and Human Development, Michigan qui est City, and professeure former de director of pédiatrie à Centers for Bleeding l'Université and de Chronic Disorders Michigan. in Elle a Pediatric été Pathology and directrice Oncology, du former Centre director of Infectious d'oncologie et Disorders Centers for Disease d'hématologie Control and Prevention, pédiatrique. Atlanta, Georgia. Elle a aussi travaillé à From Atlanta Osmia en Medical Office, Georgie. Hyderabad, Elle a resident grandi à Children's Hyderabad Hospital en Inde. in Detroit, Michigan. Et elle a fait She's a ses founding études member of à the Michigan, Foundation à for Women and l'hôpital de Girls with Blood Détroit. Disorders, RCD Elle est program membre in the United States. du Dr. Rushnikov has been programme instrumental in pour the donc les advancement of care for troubles de women with la bleeding disorders. coagulation. She has devoted her entire Elle se hemophiliac elle a bleeding consacré disorders toute and sa is a role carrière aux model and troubles de la inspiration to us coagulation et à all. l'hémophilie. She Et is c'est un devoted to grand her modèle and protein, pour nous which is all that she tous. does with passion and Elle warmth. est aussi Multiple awards, such as médecin, elle Fairy travaille comme Godmother to médecin. Elle a Women eu with Hemophilia, reçu Women's Leader plusieurs in prix, Hematology, plusieurs National récompenses en tant que Hemophilia Foundation leader pour Physician les of the femmes dans le Year, cadre de Michigan State l'hématologie. University Distinguished Elle a Faculty, in addition to reçu his des contributions in the prix de form la of faculté de research Michigan. publications, invited Elle a presentations, participé à différentes contributions to patient outreach programs, publications, including telemedicine, différents and her involvement articles in many sur important la organizations télémédecine, related sur to les women and patients bleeding atteints de troubles de disorders, la both nationally coagulation and internationally. et au She niveau gets credit for her national et dedication to this field, international. but Donc, on also voit to the ici high qu'elle, esteem c'est in which une she is regarded personne by qui her se patients, colleagues, consacre and peers. à ce I would secteur say et that qui we have travaille a beaucoup lot to avec son learn from her. équipe aussi. It Dans is ce sens, je truly a crois qu'elle a great honor and beaucoup à privilege nous to have her apprendre. speak to us Donc, today. c'est un I can grand think of no better privilège person de lui donner speaker la to deliver the parole keynote address for Group aujourd'hui 2021. et nous allons lui Thank you, demander Dr. de Karn. nous adresser les derniers points et les derniers commentaires pour cette rencontre de Code Rouge 2021. Merci beaucoup. Je suis profondément honorée. C'est un plaisir pour moi. Merci Rochelle. Merci aussi Wendy de m'avoir invitée à prendre la parole. Bien, je dirais que je vais parler aujourd'hui d'un autre thème. Je vais parler des expériences transculturelles dans le cadre des problèmes de femmes atteintes de troubles de la coagulation. Et quand on m'a demandé d'en parler, on m'a dit, tiens, c'est une bonne idée. J'ai trouvé que c'était intéressant de parler de mon expérience personnelle, de différents aspects, parce que nous vivons finalement dans un monde pluriculturel avec tous ces réfugiés, ces migrants, etc. Par conséquent, je crois que je vais commencer par vous dire, par voir un petit peu avec vous ce que sont les problèmes transculturels et comment est-ce que cela affecte les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation. Et ensuite, je vais vous parler des problèmes menstruels, des grossesses, des accouchements, des problèmes postpartum. Et ensuite, nous verrons tout ce qui concerne les choses qui sont faites sur le corps des femmes et puis comment fournir les soins en fonction de ces personnes, de ces groupes de personnes qui ne vivent pas près de chez nous en utilisant la télémédecine et autres outils pour surmonter les barrières liées à la langue et à la distance. Alors, quand on parle de problèmes transculturels, de quoi est-ce qu'on parle? Il faut être sensible aux différences culturelles et il faut respecter les croyances des personnes et fournir des soins qui soient compétents culturellement parlant, parce que nous avons tous déjà rencontré des femmes, des collègues qui appartiennent à une autre culture. Et donc, c'est important d'apprendre cela. Donc, l'Association médicale américaine dit que ces compétences culturelles sont la connaissance et les compétences interpersonnelles et la prise de conscience et l'acceptation des différences culturelles de façon à pouvoir fournir des soins appropriés à ces patients. Alors, qu'est-ce que cela a à faire avec les troubles de la coagulation chez les femmes? Eh bien, dans le monde entier, les femmes et les filles ont des troubles de la coagulation et la maladie la plus courante que vous connaissez et qui donne lieu à des saignements menstruels abondants et touche un grand nombre, 90% de femmes, hein.
Cela est dû et cela provoque des hémorragies, des fausses couches, etc. On voit que les pratiques culturelles peuvent avoir un impact sur les femmes et les filles atteintes de ce type de problème parce que les pratiques culturelles ont toujours un impact sur les femmes et les filles. Mais quand en plus on a des troubles de la coagulation, cela met en danger davantage la vie de ces femmes et filles. Alors, les troubles de la coagulation, tout au long de notre vie, je ne vais pas vous en parler, ça commence à l'adolescence avec les saignements menstruels abondants jusqu'à la ménopause et toutes les étapes de la vie sont affectées. Ici, voilà un document intéressant qui a été écrit par un médecin iranien. Vous savez que l'Iran a un problème de thrombasthénie du facteur 13, un déficit en facteur 13 et maladie de Willebrand. Bien, alors on a beaucoup de femmes et on a constaté que ces femmes ne pouvaient pas se marier. On a plus de 1500 femmes atteintes de ce problème. Elles devaient conserver cela comme un secret, ce qui donnait beaucoup de problèmes à ces femmes. Elles ne peuvent pas en parler, elles doivent se taire. Et cette majorité silencieuse que forment ces femmes, qui ne peuvent même pas en parler à la clinique, et beaucoup d'entre elles préfèrent avoir et des médecins et qui, des fois, ignorent leur maladie. Donc, nous savons que même au Canada ou aux États-Unis, nous avons les Amish, nous avons les autres populations autochtones et nous savons que c'est compliqué pour ces populations aussi d'accepter les soins. Donc, vous voyez qu'il faut en tenir compte. Il faut tenir compte de leur culture et comprendre ce que ces personnes traversent, essayer de parler la même langue avec ces femmes et de essayer de comprendre les troubles que ces femmes et ces filles peuvent avoir. Donc, de façon à pouvoir fournir des soins de bonne qualité. Donc, dans beaucoup de cultures, les femmes et les filles atteintes de troubles de la coagulation et ont un gros problème pour parler de leur menstruation parce que c'est un tabou. Quand je demandais à une jeune fille, je lui dis comment sont vos règles? Elle m'a dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors je lui ai dit et vos règles, comment vous appelez cela? Les jours où vous saignez? Ah, mais les périodes où j'ai mes fuites. Alors, voilà. Et j'en ai parlé avec les personnes de la FMH. Il y avait des personnes de différents pays et je leur ai demandé comment vous appelez vos règles. Alors, elles m'ont donné les différents surnoms qu'elles donnaient à leurs règles. Et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de manières de citer, de nommer les règles sans parler des règles. Donc, euh, il faut savoir que beaucoup de personnes utilisent des et remèdes et qui sont faits à la maison pour, euh, les règles. Par exemple, un système avec une femme qui avait un trouble de la coagulation utilisait une espèce de ventouses. Alors, ces ventouses qui laissent des marques partout ou bien d'autres systèmes qui peuvent augmenter et le saignement ou des piercings, des tatouages, des mutilations génitales des femmes aussi. Tout cela, donc, qui va avoir un impact sur la santé des femmes. Ici, vous voyez ce que Suzy Cooper de l'Australie nous a envoyé. Voilà, la semaine du requin. Alors, pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que si vous perdez trop de sang, ces requins vont vous poursuivre. Donc, voilà, c'est la semaine de purgatoire. Voilà, bien. Alors, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Lorsque j'avais 16 ans, pardon, vous voyez cette jeune femme assise sur son lit. Ma mère, qui était avec moi dans le village, me disait que je ne pouvais pas l'approcher, que je ne pouvais pas la toucher, que je devais être isolée. On me donnait à manger
Et non, c'était ma mère qui était isolée, pardon. Moi, j'avais 6 ans et je disais: «Je veux voir, ma maman» et on m'a dit que c'était une pratique normale, c'est-à-dire que pendant que les femmes ont leurs règles, elles sont isolées. On les empêche de s'occuper de leur maison et cetera. C'est très traumatisant pour la personne, mais aussi pour les enfants qui sont isolés de leur maman. À mesure que j'ai grandi, j'ai commencé à participer à certaines fonctions et j'ai eu ma célébration pendant donc les jeunes filles sont assises et portent un tissu pour, cacher leur poitrine et c'est la célébration de la ménarchie et c'est pour s'assurer que les petites filles sont prêtes à être mariées. Donc c'est une cérémonie que l'on fait aujourd'hui. Les gens sont invités et donc ce qu'il faut savoir, c'est: est-ce que vous avez eu vos fonctions? Sorry, il faut demander aux gens. Ça veut dire qu'ils ont cette jeune fille a eu ses règles et ce qui est très intéressant, c'est que même dans des pays comme le Japon, à cause de la culture, les femmes ne peuvent pas parler de leurs règles et ne peuvent pas en parler non plus au docteur. Donc vous voyez sur la photo A, cette femme pleurait. J'étais dans une réunion, la première réunion du docteur Nishida pour les femmes et les filles et cette jeune fille saignait, a beaucoup saigné après la naissance de son bébé et elle disait elle pleurait énormément, je ne savais pas ce qui lui arrivait et les 2 autres femmes ont décidé de reporter leur mariage lorsqu'elles ont su ce que leur, frère avait vécu et je leur ai demandé: «Quand vous avez vu votre médecin, vous en avez pas parlé avec lui?» «Non, nous ne voulons pas éloigner l'attention de notre fils ou de notre frère». Donc voilà, vous voyez ici le message que ces femmes reçoivent, hein, c'est qu'elles ne peuvent pas en parler, hein. On ne leur demande pas et si elles saignent, elles ne peuvent pas en parler. Ça ma tante est morte d'une hémorragie dans le village après la naissance de son fils. Elle était entourée de femmes dans un petit village. Il n'y avait pas de médecin, on ne savait pas ce qui s'est passé. Me souviens qu'elle est morte d'hémorragie donc, hein, après son accouchement. Donc et vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de questions de mythologie, de culture liées aux règles, hein. Donc et le mot mensis, qui est à la racine du mot menstruation, peut dire moi. Ces femmes peuvent avoir, les règles des femmes sont influencées par, la nature. On dit que à l'époque du chaos, les femmes n'avaient pas de règles, elles étaient libres, elles étaient capables de faire toute une série de choses et le sang des menstrues des femmes est dangereux pour les hommes. C'est un petit peu cela dans la mythologie, hein. Alors, voyons maintenant les mythes concernant les règles. Est-ce que c'est un don de Dieu, un punissement? Est-ce que c'est sacré? Est-ce que c'est magique? Est-ce que c'est un signe d'impureté ou de saleté? En fonction de la culture, la mythologie, la religion, la politique même, hein. Vous voyez qu'ici, il y a toute une série de choses qui entrent en jeu, qui fait qu'on ne va pas laisser les femmes, heu, parler de cela et c'est tout à fait ridicule. Je pense qu'en fait, les hommes ont peur de notre utérus. Donc, beaucoup de religions, chaque religion a quelque chose à dire à propos des menstruations. On ne parle pas d'autres organes de notre corps autant que de l'utérus. Vous voyez, dans le judaïsme, le nida, la chrétienté, l'islam. Dans l'hindouisme aussi, il y a beaucoup d'histoires portant sur les menstrues. Donc, dans beaucoup de pays, les femmes
qui ont leurs règles sont considérées comme impures. Alors, comment est-ce que cela a un impact sur les soins de ces femmes, puisqu'elles ne peuvent pas en parler? Si vous ne pouvez pas en parler, cela n'existe pas. C'est cela le problème, hein. Donc, il faut que ces femmes commencent à changer de mentalité. En Inde, par exemple, il y a une déesse des saignements. Et vous voyez que les règles sont quelque chose de sacré. Donc, cette déesse, hein, qui s'appelle Kamakaya Devi, va avoir, donc, sur cette image, vous voyez la statue dans le temple, hein, avec ce vagin en rouge, hein, ce vagin qui est aussi, hein, dans le temple, hein. Ils font partie de choses qui sont dans le temple. Et pendant le mois de juin, cette femme va être couverte de couleur vermeille, hein, qui va imiter le sang. Et c'est comme ça qu'en Inde, on va parler des 3 jours. Hein, voilà, quand on parle de ces règles. C'est comme ça que ma mère disait. Elle disait ce que tu as eu, tes 2 days. En même temps, il y a un autre temple dans lequel les femmes ne peuvent pas rentrer. Il y a eu des manifestations et parce que les femmes voulaient entrer dans ce temple. Et il a été déclaré que c'était une violation de la Constitution. Au Népal, vous avez cette petite maison. Et les femmes sont isolées dans cette maison pendant leurs règles. C'est pas seulement au Népal, d'ailleurs, ça existe aussi en Éthiopie, en Afrique de l'Ouest. En Australie, les aborigènes ont ce type de petites maisons aussi pour isoler les femmes. Vous voyez cette photo? Le problème, c'est que ces femmes sont isolées pendant ces journées. Elles souffrent de froid, de faim, de soif. Elles peuvent aussi être agressées. Il y a beaucoup de morts qui ont été rapportées, hein. Imaginez une femme avec un trouble de la coagulation qui peut saigner et saigner éternellement. Donc, il faut en tenir compte. Je suis allée au Népal, j'ai vu ces jeunes filles et on m'avait dit que c'était des pratiques qui étaient interdites, mais les personnes dans le village continuaient à les appliquer. Donc, les interdictions ne veulent pas dire que les gens ne le font pas. Donc, voilà, ici, vous voyez tous les différents aspects concernant les règles, hein. Et les filles, qui sont atteintes de troubles de la coagulation, quand elles ont leurs règles, ne peuvent pas aller à l'école parce qu'il n'y a pas de toilette, elles ne peuvent pas se changer. Alors, on a des coupes, hein, qui sont utilisées maintenant pour ces jeunes filles et elles ont peur de le dire et, et elles ont peur d'aller à l'école à cause de cela. Et donc, du coup, elles vont rater des journées d'école, elles ne pourront pas faire d'études et toutes, tous ces tabous, toutes ces restrictions domestiques, religieuses, économiques, comment se protéger, qu'est-ce qu'elles peuvent utiliser pour passer inaperçues, la pauvreté, etc. Donc, beaucoup de pays commencent à s'intéresser un petit peu à cela. Ne pas avoir de papier aux toilettes, c'est la même chose, hein, pour ce genre de femmes qui sont atteintes de troubles de la coagulation. Elles ont besoin de produits liés à leur hygiène, hein. Et c'est aussi important pour ces filles que leur toilette, hein. En ce qui concerne la grossesse, pareil. Quand j'allais à l'école, beaucoup de mes copines étaient mariées dès qu'elles avaient leurs règles. Et je me rappelle que je voyais ces jeunes filles qui se mariaient et dans certaines religions, on a des jeunes filles qui doivent avoir les relations avec leur mari le premier jour de leur mariage. Si ces jeunes filles ont des problèmes de menstruation abondante ou des problèmes de troubles de la coagulation, elles sont parfois blessées par leur mari et elles se mettent à saigner et elles en meurent. Il y a beaucoup de rituels aussi, comme par exemple le fait d'enterrer le placenta. Et
très souvent, ces femmes meurent, hein, parce on utilise ce type de médicaments faits maison, comme par exemple introduire de l'ail, etc., qui provoquent davantage de saignements et qui provoquent des hémorragies postpartum. Au Pakistan, par exemple, ces problèmes de saignement de postpartum sont considérés comme bons pour la santé et donc on ne les traite pas et c'est très dangereux. Et que se passe-t-il quand on parle des modifications qui sont faites sur le corps des femmes? Ce sont des pratiques normales, hein, qu'on retrouve, les tatouages, les piercings, la pigmentation de la peau. Alors, ces piercings peuvent provoquer des saignements, bien sûr. Beaucoup de femmes ont ce type de problème. Donc, les piercings sont obligatoires. On ne peut pas et les jeunes filles doivent se les faire faire. Donc, on leur donne des prophylaxies pour qu'elles puissent se faire ce piercing. Et que se passe-t-il quand il s'agit de la mutilation génitale des femmes? C'est une forme extrême de modifier le corps des femmes de nouveau. On retire le clitoris et c'est fait avec un rasoir, avec une lame de rasoir. Et le Canada et les États-Unis ont des populations qui appartiennent à cette secte particulière de musulmans. Il y a eu un cas à Détroit il y a quelque temps où le médecin et les enfants ont été donc transférés à Minneapolis pour euh, subir ce rituel. Donc très souvent, ces enfants ne se rappellent pas ils ont subi ce rituel et on leur fait une clitérectomie. Et j'ai été surprise de voir qu'au Canada, il y a une vidéo d'ailleurs là-dessus qui montre que beaucoup de femmes sont passées par cette mutilation génitale, hein. Donc c'est quelque chose qui existe. Et cette mutilation provoque des saignements graves, des douleurs et beaucoup d'autres complications. Et c'est pas seulement en Afrique, c'est aussi en Asie et c'est aussi dans d'autres pays, y compris en Arabie Saoudite et dans les pays arabes. Donc, il faut savoir que cette pratique existe et si vous avez une jeune fille qui a des troubles de la coagulation, cela va accentuer ces problèmes. Alors, que peut-on faire pour dépasser ces obstacles, ces barrières? La médecine peut-elle apporter une réponse pour améliorer l'égalité des soins? Eh bien, les plateformes mondiales, les médias sociaux sont un moyen qui permet aux femmes de partager les informations, Twitter, WhatsApp, Snapchat. Il y a tellement de femmes sur ces médias sociaux, regardez, qui parlent des règles. Donc ça, c'est un outil formidable et une révolution. Et c'est très encourageant à mon sens. Et puis surtout, ce sont des messages porteurs d'espoir. Les règles ne sont pas des insultes. Je suis très heureuse de saigner, c'est un don de Dieu, etc. Et puis, il y a bien sûr un travail de plaidoyer, de défense des droits qui s'effectue sur ces plateformes de médias sociaux. Donc, il faut utiliser ces réseaux sociaux. S'il vous plaît, utilisez Twitter, WhatsApp, etc. pour promouvoir l'éducation. Par ailleurs, la télésanté fait tomber de nombreuses barrières également. Cela permet de réduire considérablement l'isolation des patients. Et j'ai moi-même assisté à ces séances. Et je leur ai dit, j'ai moi-même montré à ces jeunes filles comment utiliser ces applications, ces options virtuelles d'accès à la médecine. Alors, justement,
je vais vous donner un bref aperçu de l'état des lieux en matière de télésanté et télémédecine. Donc, la télésanté recouvre tous les services, donc les ressources, l'éducation, la surveillance. Hein, c'est un domaine plus large. Ce sont l'ensemble des services liés à la santé virtuelle. Alors, il y a deux types de télémédecine, synchrone et asynchrone. Je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Et la surveillance à distance permet de surveiller les règles, surveiller tout ce qu'il y a à surveiller. Et cela s'effectue par des dispositifs mobiles qui permettent d'échanger les informations et de les collecter. Donc, pour la télémédecine asynchrone, c'est simple, on prend une caméra, on filme et puis on le transmet. On prend une photo. Donc, par exemple, cet enfant a coincé son doigt dans la porte d'une voiture. Donc, je lui ai dit, oui, bien sûr, va aux urgences, mais il y a aussi cette façon, cette solution, cette option qui s'offre à lui, qui permet de prendre une photo, de transmettre et déjà d'établir un premier diagnostic. Alors, concernant la télémédecine synchrone en temps réel, le docteur peut ainsi s'adresser à des patients qui sont situés dans des zones éloignées. Donc, vous avez ici une photo de ce type d'application en direct. Non, mais alors le problème de ce système, c'est qu'il requiert une bande passante assez importante pour que la connexion puisse se faire de façon fluide. Et malheureusement, les bandes passantes plus étroites sont en monnaie courante dans les régions éloignées. Et donc, cela augmente le prix de cette télémédecine parce qu'il faut permettre à ces régions, ces familles d'avoir accès à un Internet de bonne qualité. Donc, c'est une barrière importante. Alors, toutefois, l'avantage de ces techniques, c'est qu'elles peuvent être disponibles dans de nombreuses langues. Il est possible de collecter de nombreuses informations, des professionnels, mais également des patients. Cela peut être un formidable référentiel de données et de traitement des données. Donc, tout cela est disponible pour vos patients pour effectuer le suivi, notamment au cours d'une grossesse, par exemple. Et donc, dès lors que tout cela est mis en place, alors la distance et l'emplacement ne sont plus des problèmes. En effet, le patient n'a pas à se rendre à l'hôpital, nous n'avons pas à nous rendre non plus sur place. On peut faire, lorsque cela est possible, donc du point de vue de l'Internet, on peut faire des consultations en direct, vous voyez, dans une clinique spécialisée, depuis l'école ou le domicile. Vous le voyez là à l'écran, certains exemples. Donc, on a fait cela en Inde, en Angleterre. Et on peut, grâce à cela, faire tout un suivi complet, c'est-à-dire combiner des visites en personne et des suivis à distance pour véritablement offrir un suivi sur le long terme. Et on le demande en général aux patients ce qu'ils préfèrent. Beaucoup de patients optent pour la visite virtuelle, en l'occurrence là pendant la pandémie, parce que les personnes ont peur d'attraper le Covid pendant leur visite à l'hôpital, au centre. Donc, venons-en justement. Pourquoi avons-nous besoin de visites virtuelles pendant une pandémie? Ici, nous avons l'exemple d'une personne qui s'est fait mordre. Donc, il nous a envoyé une photo. Il ne voulait pas venir sur place. On lui a dit pourtant qu'il allait avoir besoin de soins. Et nous avons pu lui dire
quoi faire, quels étaient les premiers signes à adopter, les premiers gestes à adopter, et il a pu obtenir une très bonne évolution, ce qui a réduit donc considérablement le prix finalement de sa prise en charge. Et là, c'est la même chose. Ici, on a une personne qui souffre de règles menstruelles abondantes et qui, grâce à un suivi, a pu surmonter cela et poursuivre ses activités. Ici, on a une dame qui ne pouvait pas étendre sa jambe, elle est hémophile B, avec une déficience en facteur 7. Et elle avait l'habitude de danser, elle fait du ballet, de la danse classique. Et cette femme avait connu une chirurgie du genou. Et on a donc effectué le suivi à distance. On fait, autre exemple, un suivi des grossesses pour les porteuses de l'hémophilie. On peut faire un suivi, un conseil génétique également à distance. Je le fais moi-même, certains de mes collègues également, et puis toute une sorte de conseils et de suivi pour accompagner toute la grossesse. Alors, il y a des défis, des difficultés, bien sûr, pour que ces visites virtuelles soient toujours possibles. Donc, je l'ai déjà mentionné, le fossé numérique, avant tout. Il faut bien souvent expliquer aux patients comment utiliser ces applications, comment utiliser ces dispositifs. Ce sont des nouveaux défis auxquels nous faisons face. Et pour véritablement les résoudre, il convient d'impliquer les gouvernements. C'est une solution qui demande, c'est un problème qui demande une solution à plus grande échelle. Il faut en effet obtenir des fonds pour que tous, dans ces régions éloignées, et notamment les enfants également, apprennent à utiliser ces outils et soient en mesure de les utiliser. Donc, c'est un défi important auquel nous faisons face, qu'il faut résoudre. Alors, quoi qu'il en soit, cette technologie de santé mobile, en quelque sorte, et ces hôpitaux virtuels ont été grandement utilisés, nous ont grandement rendu service et ils nous ont permis d'effectuer des activités de suivi, de conseil. Et il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. On peut mesurer la tension, la pression sanguine. C'est formidable ce qu'il est possible de faire désormais et qui permet aux médecins d'obtenir des données précieuses sur l'état de santé de ces patients et pour ainsi prendre des décisions et donner des directives. Alors, il y a même une technologie de drone qui a été utilisée, c'est-à-dire pour la livraison de sang, de médicaments, de porte-à-porte et même des concentrés de facteurs dans donc des zones éloignées. Croyez-moi, l'avenir nous réserve encore de très nombreuses surprises et sera certainement passionnant. Déjà, c'est formidable ce qui a été fait en la matière. En Chine, par exemple, cela a été utilisé pour contrôler le port du masque. Et pour délivrer des équipements de protection. En Irlande également, pour la livraison donc, de médicaments, notamment l'insuline. Donc, je crois que les laboratoires utilisent beaucoup ces techniques parce que cela permet d'échanger donc, les échantillons, les médecines, et échanger donc, les essais entre les différents laboratoires, etc. Donc, c'est vraiment une formidable technologie là aussi. Venons-en maintenant à l'intelligence artificielle. C'est un élément qui nous permet de déterminer la catégorie de risque. Vous voyez ici tous les domaines d'application de cette intelligence. Cela permet, par exemple, d'effectuer des chirurgies à distance, assistées par machine, etc. Donc, comment nous préparons-nous pour cet avenir numérique? Il faut avant tout bien connaître les technologies numériques parce que la télémédecine est ici pour durer.
sachez-le, il faudra vous y habituer, il faut que nous formions tous parce que cela sera notre réalité à tous à l'avenir. Et pourquoi cela est une bonne chose? Eh bien, c'est parce que la télésanté est un égalisateur, comme le dit le directeur général de l'OMS. C'est un formidable outil d'égalisation de l'accès aux soins pour tous. Merci beaucoup. Merci Thank you very beaucoup à much, tous. Dr. Kulkarni. And I have to tell you Merci, that not only was that an Dr. outstanding Kulkarni. presentation, but it was actually une présentation absolument quite formidable, humbling mais surtout and as well eye-opening. And it shows to what point that you're vraiment really an innovator, a leader. enrichissante. Et je crois que And vous I êtes think that your une expertise visionnaire, has une added greatly to innovatrice, the context mais of the mission, the common mission that we vous have in êtes Canada, the United particulièrement States, and all over the world, is précieuse to offer pour better la care mission to qui est la women nôtre with ici bleeding au disorders. Canada. And certainly the themes L'ambition that qui est you've pour nous mentioned will help us d'améliorer la qualité des step soins by pour step tous, get there, l'accès aux soins pour tous. and Je crois que vous nous montrez la mostly by voie, getting us all on comment the y same parvenir page and trying to pas à really pas, et understand comment être tous the à la même page et obstacles comment with which we're faced mieux comprendre and the surtout les reality in which obstacles we're qui faced, and s'opposent to à try to un overcome some of those accès obstacles égal aux together. soins, comment So thank you surmonter ces for obstacles et the faire content tomber les of that. barrières tous ensemble. Merci, So merci far, I don't infiniment have pour any cette particular présentation. questions from the Alors, audience je ne sais pas yet, si nous avons des but I do have one. questions. And speaking de as a l'audience, mais moi j'en ai. hematologist who sees En tant both adults qu'hématologue, and pediatrics, I have been des faced adultes et myself des enfants, with j'ai moi-même difficult rencontré discussions with patients from other cultures. lors de discussions avec des And patients d'autres this cultures. notion of hiding and not saying is ces notions very de prominent among those patients, like you mentioned. And you know, aside from being a human and trying to gain their trust, it becomes very challenging because they don't want to talk. And I remember in particular a young adolescent patient who came to me with her mother, and we were talking about ways to get her periods to a level that was less important. And there was more silence in that room. C'est quelque chose than there was auquel j'ai dialogue. été très souvent And confrontée. not to mention when I mentioned that the birth control pill was going to be the first option, Alors, most lorsque likely. j'ai And then mentionné went quickly également to tranexamic acid because I saw that it was not met with contraception également, là, great ça a été encore acceptance. tout un But autre there was so sujet, much difficile à silence faire in the room. accepter. Il y a And my question tellement to de you is, silence, de tabous how autour do de we as ce sujet. Ma question est la caregivers suivante. Comment vous, en tant que breach professionnel de that santé, cultural pouvez-vous divide véritablement faire on site tomber in our clinics ces in real time? barrières? Comment combler ce fossé culturel en temps réel? Comment faites-vous? Eh bien, je crois que vous avez soulevé un problème de taille. Effectivement, le problème que je rencontre souvent, c'est que ces filles viennent avec leur père et pas leur mère. Et elles sont muettes, elles ne vont surtout pas parler de leurs règles devant leur père. Et donc, moi, je leur dis, je dois te parler, je dois te parler de tes règles. Et donc, souvent, je leur dis, et j'essaie de leur poser d'abord des questions un petit peu plus générales. Comment tu t'en sors? Qu'est-ce que tu fais pour ceci, cela? Alors, sachez toutefois que la contraception, bien souvent dans ces contextes, n'est absolument pas acceptable parce qu'elle ne veut pas avoir de relations sexuelles avec plusieurs hommes, elle veut attendre le mariage, etc. Donc il y a quand même des sujets que je ne peux pas aborder, mais je leur explique quand même, je mets l'accent sur le fait que ce n'est pas seulement pour avoir des relations sexuelles, c'est pour améliorer donc leur état de santé. Et les femmes africaines, en revanche, elles ont une culture complètement différente. Alors, j'ai eu souvent du mal aussi à parler avec les femmes amish, avec des femmes enceintes. J'ai eu souvent des difficultés à parler parce que j'ai su qu'elles utilisaient des sages-femmes. Alors, je leur ai demandé est-ce que je peux parler à ces sages-femmes parce que ce sont des personnes que ces populations, en lesquelles ces populations ont confiance. Donc, j'ai cherché à parler avec ces femmes. Et bien souvent, je me heurte à des difficultés
de genre également, parce qu'on me donne comme interlocuteur des hommes et moi je leur dis, écoutez, je tiens à parler aux femmes, c'est elles je veux parler de questions qui concernent exclusivement les femmes et j'ai besoin de parler aux femmes. Donc, par ailleurs, ça m'est arrivé également de parler au père d'une jeune fille. Je lui ai demandé, j'ai besoin de tester votre fille parce que vu le contexte de votre famille, j'ai besoin de savoir ce qu'on m'a dit. Ils m'ont dit non, je ne veux pas qu'elle vienne se faire tester parce que sinon elle ne va pas ensuite trouver un prétendant pour se marier. Donc, vous voyez, les problèmes sont multiples. C'est un sujet Just as a follow-up très question, épineux, en you effet. alluded to it already. In terms of diagnostics, so Alors, vous avez déjà mentionné en fait ce many sujet en termes de endeavors across, diagnostic. certainly in North America, but all over the world, to advocate for earlier diagnosis and so forth. Un mouvement de plaidoyer pour un Diagnosis meilleur has diagnostic. impact. It has impact on care, which is a positive thing. You En effet, un impact get sur better le corps, care tout simplement, parce and qu'en général, affiliated with a specialized clinic and lorsque l'on est en specialist. fin But diagnostiqué, it on also obtient has some de meilleurs negative soins, mais effects, cela including a également un feeling effet that we're négatif. sick or feeling that we have a Notamment la diagnosis. sensation d'être malade, d'avoir un So I was getting problème et d'être also dès lors insurance, stigmatisé. reasons. So there's some negative fallout from it. Donc, il y a malheureusement un effet I was négatif hoping de you ce would diagnostic. Et answer to justement, me is, and you've mentioned to me in the past about vous l'avez how mentionné par le diagnostics passé, and diagnosis of a bleeding disorder comment can le affect diagnostic de day life for women saignement, in certain de cultures. troubles de la coagulation chez les femmes les affecte selon leur culture. Oui, eh bien, souvent, parce que l'on a un diagnostic d'un trouble de la coagulation, il faut s'attendre effectivement à une stigmatisation, pas seulement de la fille, mais de l'ensemble de la famille. C'est toute la famille qui est stigmatisée. Et lorsque la fille saigne, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que les saignements abondants mènent à l'anémie, avec tout ce que cela implique, la fatigue et les soucis de santé. Donc, il convient absolument de diagnostiquer cela. Il faut et bien souvent, c'est la femme qui est celle qui dispense les soins à sa famille, c'est elle qui fait énormément de travail dans la famille et ce travail doit se poursuivre. Et donc, c'est très difficile pour la famille d'accepter que la femme qui est la chef de famille, qui s'occupe des autres, doit être aidée. Elle doit recevoir de l'aide de la famille parce qu'elle souffre d'anémie, qu'elle doit être soutenue, aidée et recevoir l'attention, les soins de sa propre famille, non pas forcément toujours l'inverse. I'm getting many texts about. Je reçois beaucoup de messages de remerciements. Thank you for such an amazing presentation. Donc, vraiment, bravo pour cette présentation. Tout le monde vous remercie ici. Bravo. J'ai une question à vous poser concernant l'acide tranexamique et son utilisation. Nous savons que en tout cas aux États-Unis. Et je crois que ça s'appelle Listida, cet acide tranexamique à long impact, qui a une utilisation à long terme. Et je sais qu'il l'utilise plus qu'au Canada ou en Europe ou dans le reste du monde. Alors ma question est la suivante. Maintenant que ce médicament est disponible, est-ce que vous avez
the world. Et est-ce qu'à votre avis, l'acide tranexamique améliore les soins pour les femmes dans le monde entier? C'est bon marché, cela peut prévenir les hémorragies postpartum, c'est très utile. Comment est-ce que vous pensez que ce progrès va avoir un impact sur la culture des femmes? Ce n'est pas une hormone, donc je pense que c'est intéressant. Ce n'est pas de la contraception, cela peut sauver la vie de certaines femmes. Donc, à votre avis, quelle est son utilisation? Est-ce que ça va être utile pour notre plaidoyer? Je l'utilise beaucoup. Je dis à mes patients que cet acide tranexamique a une histoire. C'est l'histoire d'une femme qui était discriminée. Et c'était le docteur Okamoto qui est morte il y a 2 ans. Et le docteur Nishida était un scientifique et il a découvert l'acide tranexamique pour prévenir les hémorragies postpartum. Et c'était la raison de ce médicament à l'origine. Donc, c'était un médicament spécifique pour une femme, un type de femme spécifique. Et cette femme n'a pas pu présenter ses découvertes dans les réunions de chercheurs parce que elle devait aller avec ses enfants aux réunions parce qu'elle n'avait pas de garderie pour ces réunions et donc elle ne pouvait pas parler de sa découverte. Si vous regardez sur Wikipédia, vous verrez l'acide tranexamique a une histoire fantastique. C'est un médicament, c'est une femme qui l'a inventé, une femme qui s'occupait de femmes. Et on a mis du temps à comprendre cela. Donc moi, je le recommande, hein, oui, et je vous promets que la pharmacie, certaines pharmacies ne le vendent pas à cause des problèmes de thrombose. Les assurances médicales ne veulent pas le donner à cause de thrombose. Et on a parlé de l'efficacité de l'acide tranexamique dans différentes cliniques, mais j'ai entendu des choses ridicules qui ont été dites à propos de l'acide tranexamique. On a refusé de le vendre et de le donner aussi à certaines femmes. Donc, on disait qu'on ne le donnait pas à certaines jeunes filles parce qu'elles n'avaient pas 18 ans. Alors, je demande quelle est la différence entre un utérus d'une fille de 17 ans et d'une fille de 18 ans. Alors, vous allez donner de l'acide tranexamique à une fille qui est majeure et à une fille qui est mineure? Non, voyons, quelle est la différence? Donc, vraiment, je suis très contente de voir qu'on l'utilise de plus en plus. C'est bon marché. Je l'utilise personnellement j'ai eu une chirurgie du genou. J'en ai pris. Hein? Voilà. Ça n'a rien à voir avec le saignement. Mais c'est un médicament très intéressant et on a fait des études qui montrent que c'était mieux, le score. Et on constate que c'est mieux que la desmopressine, voilà. Bien. Donc, en général, je l'utilise, je le promeus pour lutter contre les hémorragies postpartum. Et il y a des essais médicaux qui démontrent que c'est très efficace. Ça peut être aussi efficace en cas de problème pendant la grossesse. Oui, donc bravo, moi j'encourage. Il y a des gens qui utilisent Emilcar aussi. Je sais qu'il y a des études qui ont été faites dans ce sens, des recherches qui ont été faites dans ce sens. Mais si on parle d'antifibrinolytique, je dirais que ce serait la base, la ligne de référence. Bien, merci beaucoup. Je vous remercie de votre présence aujourd'hui. Vous nous avez vraiment donné une vision très spéciale et très approfondie du saignement, des problèmes de saignement chez les femmes. Donc, bravo. Merci beaucoup. Vous serez nos jumelles, d'une certaine façon, nos jumelles pour mieux y voir, pour y voir de plus près dans ce problème. Merci beaucoup.